Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 8 mars 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Comme d'habitude, on va repasser sur l'actualité avec un gros moment avec Powell, beaucoup de questions, beaucoup de réponses, beaucoup d'incertitudes et en même temps beaucoup de clarifications. On va regarder tout ça dans la partie actualité et dans la partie technique. On va revenir sur les cours et l'impact très fort de discours de Powell et des réponses qui ont été données. Vous allez voir ça tout de suite. Et si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça fait connaître la chaîne et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On commence tout de suite l'actualité par un thread très intéressant d'Alex qui nous explique tout simplement la mise en place du NFT Shop d'Amazon et son implication au niveau de l'écosystème entre le Web 3 et le Web 2.0. J'aime bien cette idée-là dans lequel, oui, on a une forme de blockchain, mais une blockchain centralisée, donnée dans lequel on va avoir un acteur, Amazon, qui va fournir à tous les gens, qui est totalement différent du, justement, Web 3 habituel, dans lequel on a une véritable décentralisation, en tout cas on essaie d'aller dans de la décentralisation. On rappelle que la technologie est encore en phase de maturité, hein, on avance petit à petit vers cette phase-là, donc on est vraiment dans une phase de consolidation, et justement le NFT Shop de Amazon a pour vocation d'accélérer ça. Donc c'est très intéressant de voir un petit peu, le thread est très bien fait, vous le retrouverez notamment sur mon Twitter, avec voilà, une comparaison qui est très bien. Actuellement, on a à peu près 150 000 traders actifs sur le Web 3, et sur Amazon, on aurait à peu près 310 millions de customers qui seraient disponibles. Donc forcément, on a une augmentation de la vague de marché, surtout ça fait connaître ce qu'est les NFT, l'utilisation. Le tout, c'est de garder justement cette notion de décentralisation, et forcer en fait certains acteurs, en tout cas, à se placer en concurrence avec Amazon et des acteurs centralisés pour pouvoir avancer. Vous retrouvez ce thread directement sur mon Twitter que vous pouvez tout simplement suivre directement en commentaire et en description de cette vidéo. Ensuite, nous avons un thread de Iril qui repasse sur les différents projets qui pourraient être intéressants pour 2023, en l'occurrence c'est 12 projets. Alors il n'y a rien de neuf dedans, mais à chaque fois il résume tout simplement ce qu'est le projet, pourquoi ça peut être intéressant. Je vous invite à regarder, pareil, à retrouver sur mon Twitter, et vous verrez, c'est majoritairement des projets d'infrastructure, donc forcément ça a une valorisation sur 2023 et même je pense certains sur 2024. Ensuite, au niveau de la macroéconomie, on a quand même pas mal de choses cette semaine. On va remettre les petits filtres, je crois que tout était bon, ouais c'est bon. Là-dessus nous avons encore des questions-réponses sur Powell, hein. On rappelle qu'actuellement il est devant le Congrès. Alors si jamais vous ne savez pas exactement ce qui se passe, il suffit simplement de cliquer sur déclaration. Ici, vous allez voir normalement une nouvelle page qui va s'ouvrir. Investing.com vous explique tout simplement pourquoi, comment, et justement, on voit que c'est un témoignage sur les perspectives économiques et les mesures qui ont été prises mises en place par la Fed au niveau du comité économique mixte, et donc c'est vraiment un témoignage qui se déroule en deux parties, comme vous avez pu le voir, je sais pas si vous l'avez suivi, notamment celui d'hier, dans lequel il y a des statements, et ensuite il y a des questions-réponses, où il y a, en fonction des personnes, c'est un petit peu chaud, oui, c'est même assez chaud, en termes de nouvelles. Nous avons notamment Powell qui nous explique tout simplement que les taux d'intérêt vont augmenter, et certainement pas de 0,25, hein, ça va certainement augmenter de 0,5, le pricing avait déjà commencé à être effectué suite aux différents chiffres de l'inflation qu'on avait eu en tête, et là on voit qu'on est en train de se diriger vers ça. Bon, voilà, on s'en doutait un petit peu, la question c'est combien de temps on va rester à 0,5, est-ce qu'on va passer à 0,75, je ne pense pas, 0,5 me semble bien, et ça va continuer. Ensuite, il y a une petite partie sur les cryptos, dans lequel, notamment, Powell a expliqué tout simplement que les stablecoins, dans un endroit où on a un framework efficient, vont faire partie du système bancaire et financier, les stablecoins. Concernant les autres titres, il n'y a pas eu forcément de gros break dessus, il n'y a eu pas trop d'informations, on reste toujours dans la même schématique habituelle, donc on n'a pas trop à bouger dessus. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu une discussion sur comment ça se fait que les États-Unis, quant à eux, ne sont pas un framework maker, mais vont être un framework taker par rapport justement aux crypto-monnaies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas être à l'initiative de la création de la structure juridique d'encadrement des crypto-monnaies, mais ils vont
prendre justement quelque chose. Et là, c'est toute la discussion qui a eu lieu. Alors là-dessus, voilà, Powell a rappelé que ce n'était pas son domaine de prédilection et qu'il n'a pas vocation à trop donner son avis dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une question au niveau des US sur comment ça se fait que, par exemple, en Europe, on a déjà un framework qui est fonctionnel, alors que nous non. Et ça a été dit plusieurs fois, et c'est très intéressant de le noter que là-dessus, il y a vraiment un point très important. L'autre élément à prendre en considération, c'est que Powell n'était pas vraiment bien, il était vraiment en train de se faire questionner sur certains points très précis, et notamment on lui est rentré dedans avec par exemple une question qui est, vous dites que pour pouvoir gérer cette inflation-là, vous allez devoir mettre à peu près entre 2 et 2,5 millions de personnes au chômage. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces 2 ou 2,5 millions de personnes au chômage? Alors, il n'a pas osé le dire là, mais il l'a dit dans les questions suivantes, que les impacts réel d'une continuité de l'inflation serait tellement pire que ce ne serait pas 2 millions, mais peut-être 5, 6, 10 millions de personnes qui seraient au chômage si jamais il n'y avait pas une intervention maintenant, et c'est ce qui justifie aussi une potentielle accélération des taux actuels, et c'est ce qu'on a vu justement, ou ce qu'on va voir tout à l'heure, dans les graphiques où on voit qu'il y a un gros impact, et il y a un gros décalage, même le plus gros décalage, et on le verra après les nouvelles. Ensuite, on continue les nouvelles avec Blur qui a, sur la première semaine de mars, 84% des transactions NFT, ce qui est colossal. Alors là-dessus, je vais mettre un gros là, c'est vrai que Blur est un nouvel acteur qui propose 0% de fee, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de wash trading qui permet de farmer son token. Donc là-dessus, il faut vraiment prendre un petit peu de recul, on a beaucoup de transactions qui sont liées principalement au farm des airdrops de Blur derrière. Ensuite, nous avons Grayscale qui a eu une audience, ça y est, en face d'un juge avec la SEC pour tout simplement demander le passage en ETF de son Trust Fund. Très important, pourquoi? Parce que déjà il faut comprendre que quand on est dans un trust, on ne peut pas en fait tout simplement retirer des bitcoins. On peut émettre des parts, d'accord, de ce trust, mais on ne peut pas les retirer. Le seul moyen de sortir, c'est de les vendre. Et du coup, on voit bien que GBTC, donc qui est le trust fund de Grayscale, sur le BTC, est en discount déjà depuis un certain temps et continue à s'enfoncer dans les limbes. Et il n'y a aucun moyen de pouvoir sortir de cette situation sans dissoudre le GBTC, donc c'est-à-dire vendre en OTC les BTC, ou de le passer en ETF. Passage de ETF ferait justement que on peut vendre et acheter des BTC pour régler le nombre de parts de l'ETF sans aucun problème, et ça permettrait de passer directement à un Grayscale Trust avec un Grayscale ETF et avec derrière un gros discount qui repasserait sur une valeur classique. Donc forcément, beaucoup de personnes sont en train de le jouer, sont en train d'acheter justement des trusts avec peut-être 40 ou 45% de discount pour aller chercher justement un passage à l'ETF. Bon, pour l'instant, ça s'est déroulé, l'audience s'est bien déroulée, mais il faut attendre 3 à 6 mois pour attendre justement le résultat du juge, et c'est encore une fois toujours très risqué, parce qu'on ne sait absolument pas si oui ou non ça va être statué de cette façon-là. Ça n'empêche que c'est vrai que la SEC bloque totalement Grayscale. Alors on ne sait pas s'il bloque Grayscale pour Grayscale, ou s'il bloque justement tout ce qui est lié au spot BTC, et c'est un petit peu la question qui se pose, et l'interrogation qu'on a, est-ce qu'il y a une dent contre Grayscale ou non. On continue et on terminera dessus sur Binance. Binance qui, ça y est, a le go du juge de la liquidation pour justement racheter Voyager pour 1,3 milliard de dollars versus 1 milliard de dollars à l'origine, et ça y est, c'est un peu la fin de ce FUD là dans lequel il y avait une accusation autour de Binance de manipulation autour de Voyager sur le fait que le prix qui avait été donné ne correspondait pas aux assets, qui avait une manigance autour de ça. Ça n'empêche que on reste toujours dans l'incertitude avec le transfert de 1,8 milliard de dollars, la justification d'un transfert de 1,8 milliard de dollars par Binance. On a aussi un certain nombre de sénateurs qui sont en train de s'interroger sur certains déplacements de fonds au sein de Binance et une typologie de blanchiment d'argent qui est toujours derrière. On a encore derrière énormément de FUD, il faut faire très attention, toujours à prendre du recul par rapport à ça. Le FUD reste du FUD, mais le problème c'est comme toujours, comment différencier le FUD du vrai? Ça c'est toujours la grande question, et il faut toujours faire un maximum attention, n'oubliez pas, not your key, not your coin. On en a terminé sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique après une courte pause.
Cette vidéo est sponsorisée par Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis quasiment 1 an et demi maintenant, et qui est l'exchange que j'utilise d'ailleurs le plus, qui est le deuxième en termes de volume, et qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir faire du trading, de l'achat et de la gestion, et de l'investissement en crypto, dans lequel on retrouve du spot, des produits dérivés, des NFT, le earning classique, on a possibilité d'acheter, ils ont des options aussi, il y a toute la partie DEX qui est intégrée directement avec une partie justement exchange décentralisée, on a bien évidemment les grid bots et les bots de trading avec notamment le bot de DCA si on veut faire de l'investissement long terme qui est très bien fait, je vous ai fait des vidéos dessus. On va retrouver une interface soignée au niveau du trading sur les dérivés. Donc on a vraiment en fait une plateforme complète qui est non KYC et qui est gérée en plus à travers le BIT, donc son token, qui est le token lié à la DAO de Bybit. Donc c'est un point positif en plus. En commentaire et en description, vous retrouverez mon lien d'affiliation dans lequel vous avez un bonus de 4500 $ à l'inscription sur votre premier dépôt et moins 10% sur les frais. N'hésitez pas à la tester et on reprend la vidéo tout de suite. Partie technique qui commence comme d'habitude par un récapitulatif de là où nous nous trouvons. Nous sommes dans une fin de schématique de vague d'impulsion héliotiste, les 5 vagues, plus le retracement ABC qui a été effectué. Nous sommes actuellement dans cette fin-là avec deux possibilités, soit une mise en place d'un ranging, soit la mise en place d'une schématique de 5 vagues d'impulsion qui repartirait du coup avec une fractalité derrière. Nous sommes toujours dans cette zone de DCA, dans cette zone d'exposition long terme si on le souhaite, pour pouvoir lisser son prix moyen d'achat, étant donné que nous sommes toujours en dessous du 618 de Fibonacci, du retracement total du mouvement du BTC. Donc nous sommes vraiment dans une zone d'exposition très intéressante sur le long terme, voire très long terme au niveau du BTC, si on veut prendre en considération dans la construction de sa stratégie de DCA et d'investissement que on peut aller retester le 786, le top de la 1, voire les 10 000 $ pour le 1,618. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il est impératif de prendre du recul sur justement vos biais, c'est-à-dire avoir conscience de vos biais, savoir exactement quelle est votre vision et prendre du recul par rapport à ça en se questionnant continuellement, et ça c'est vraiment à garder en tête quoi qu'il arrive. Actuellement, nous sommes dans cette partie basse dans laquelle nous avons une accumulation de week-off en SCAR, ST, STB, d'accord, classique, dans lequel on a un arrêt de latence baissière, on retrace, on reteste, on prend la liquidité, et donc là nous sommes dans la phase de manipulation, et nous avons la réaction haussière suite à cette phase de manipulation. Nous sommes en termes de structure, dans une structure long terme baissière, et court terme haussière, cette partie-là elle est haussière, et tant que nous n'avons pas cassé ici cet AR, tant que nous n'avons pas structuré au-dessus de ce niveau-là, nous n'avons pas d'inversion de structure sur le long terme, il faut le prendre en considération. Pareil, court terme, nous n'avons pas d'inversion de structure tant que nous ne cassons pas ici ce lot dans cette zone-là. Tant qu'on ne break pas cette zone-là, nous ne sommes pas dans une continuité baissière dans cette partie. Alors, on va zoomer un petit peu ce qui s'est passé. Très intéressant de voir que on a eu un break baissier de cette structure ici, dans lequel on a cassé baissier, et on est en train de structurer là. Très intéressant de noter que on est allé chercher donc ici le SC avec un STB, d'accord? On a bien une forme d'accumulation, SC, AR, STB, donc pareil, SC, AR, ST, STB, donc on a bien une accumulation de week-off qui est en cours, on n'a pas d'emballement, chose qui aurait dû se passer si jamais on avait eu un break fort, très très fort, pour aller casser cette zone-là. Surtout que, vous allez le voir après, on a eu quand même pas mal de mouvements au niveau du Nasdaq et du SP500, on a eu quand même pas mal de choses, alors que le BTC est quand même relativement tenu, et on voit qu'on est en train de ravaler une partie, donc ce qui est plutôt cohérent, surtout si on regarde un petit peu l'order flow, où on voit que on tient bon, déjà depuis un certain temps, on est toujours au niveau de ce lot ici, d'accord, si on reprend hop, ce lot ici, on voit qu'on est vraiment en train de travailler dans cette zone-là. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'on est vraiment potentiellement dans une zone de retravail pour repartir à la hausse. Là, c'est un petit peu ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on est dans une forme de rebond au niveau des top traders. Donc c'est la totalité des positions des top traders qui pourrait nous donner justement une indication de rechargement pour eux pour pouvoir repartir à la hausse. Donc ça voudrait dire que on est à peu près au même niveau de position que cette zone-là. Donc il pourrait avoir une correspondance entre je reteste, hop, je réaccélère, et je repars, je reteste, je réaccélère. Donc réavoir cette continuité ici, haussière, pour aller faire un plus haut et aller faire notamment l'uptrust, qu'on a expliqué justement hier. Donc on a un petit peu de mouvement, mais somme toute assez faible. Par contre, si on va sur la macro, on a beaucoup de choses qui se déroulent avec un DXY qui nous a arraché la tête
clairement, là, avec cette bougie, on voit vraiment l'impact des questions-réponses de Powell, du fait à quel point il est déterminé de mener à 2-3% d'inflation, dans lequel clairement on va avoir 0,5 d'augmentation. Est-ce qu'on va arriver à 0,75? Je vous ai déjà dit qu'il y a peu de chance, en tout cas à mon avis, mais ça n'empêche que, et on le garde en tête, parce que beaucoup de personnes sont en train de se poser la question. Et à quel point ça a fait mal, on va prendre l'exemple de la différence entre le yielding des bonds 2 ans et 10 ans US. C'est quoi? C'est globalement la différence entre combien me rapporte un bonds sur 2 ans et combien me rapporte un bonds de 10 ans. Donc normalement, c'est censé être en positif, hein, d'accord? C'est censé être au-dessus du 0, c'est censé être dans toute cette zone-là. Ça veut dire qu'un bounce de 2 ans me rapporte moins qu'un bounce de 10 ans. Bon, bah là, ce n'est pas le cas, on est clairement au plus bas, jamais ça a été aussi bas. Très très important de le noter, donc là, ça veut dire qu'on a vraiment un pricing du marché sur une potentielle récession avec une caractéristique très forte potentiellement de ce qu'on appelle stagflation, d'accord? Donc là c'est exactement ce qu'on est en train de pricer, ce que le marché est en train de pricer ici, et c'est la représentation financière de ce qui est en train de se faire. Et si on regarde justement les bonds, directement le yielding des bonds, on voit bien qu'on a eu un décrochage par le haut très fort des 2 ans, alors qu'à côté on a justement les 20 et 30 ans qui sont en train de décrocher vers le bas, donc on a vraiment une dissension entre les deux, et le 5 ans est en train de pousser, mais quand même bien moindre. Donc on a globalement de 2 à 5 ans quelque chose qui pousse à la hausse, donc ça veut dire potentiellement un pricing qui est en train de se faire sur 2 à 5 ans de complexité économique avec une récession forte, et après derrière 20-30 ans, 10 ans, 10, 20, 30 ans, quelque chose sur lequel on serait beaucoup plus structurel, classique, avec une reprise normale. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de pricer, en fait, exactement une crise, comme on a pu la connaître dans les années 70, alors que, structurellement, on est quand même totalement différent en termes de fonction, d'historique, de pourquoi on a eu cette crise et de comment elle fonctionne. Donc là-dessus, c'est intéressant de voir comment le marché est en train de pricer ça, et comment certains économistes, pas tous, hein, certains économistes sont en train de pricer ça comme étant le classique des années 70, alors que beaucoup d'autres parties sont en train de se positionner différemment en expliquant que oui, l'inflation, oui, mais le choc pétrolier et énergétique n'est pas le même, le fonctionnement n'est pas le même, on a un monde qui est totalement différent, et il faut bien le prendre en considération, et là-dessus on va avoir, je pense, une confrontation des deux idéaux qui vont se mettre en place, et on devra avoir une résolution normalement courant de cette année, c'est un petit peu la perspective que j'ai. Comment le Nasdaq et le SP500 ont réagi? Bah, pas forcément super bien. On voit qu'on a une grosse bougie, là, qui a bien été faite. SP500, pareil, hein, on a toujours une continuité ici, donc on est bien dans un retest bearish, avec un prévisionnel ici, clairement des discussions avec Powell. On rappelle qu'aujourd'hui, on a encore une fois des questions-réponses qui vont durer encore, je pense, pendant longtemps. D'ailleurs, c'est très intéressant de les écouter, hein. Il y a encore les replays qui sont disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à chercher pour retrouver. Et c'est vraiment très intéressant d'écouter de la façon dans laquelle c'est effectué et la typologie des réponses. Et quand on compare justement les discours de Powell versus les questions-réponses qui sont effectuées, on voit que ce n'est pas pareil. Il n'est pas dans la même tension, il n'est pas en contrôle, et c'est là où c'est très très intéressant, parce que il sait très bien que tout ce qu'il va dire va être décortiqué, et forcément va avoir un impact. Néanmoins, ce qui est important à noter, c'est que on a quand même derrière une pression très forte sur la Fed pour retourner le plus vite possible dans quelque chose qui serait bénéfique pour l'économie. Même si Powell se montre intransigeant, en tout cas dans ses réponses, on sait qu'on va aller chercher plus haut, mais je pense que la bascule pourrait se faire très vite, vu la pression qu'il y a déjà, à savoir qu'on a un taux de chômage qui est le plus bas depuis très très longtemps aux US, et justement, malgré ça, on se retrouve avec une pression colossale sur la Fed à cause de l'augmentation des taux et de la peur intrinsèque de la récession qui pourrait arriver et qui est en train de pointer le bout de son nez, même si le marché US n'est pas, en tout cas le marché de l'emploi US, n'est pas sous le chômage, croule sous le chômage, on est sur quelque chose qui est relativement dynamique, et donc forcément on a cette dichotomie, on a quelque chose où on se dit on est en train de souffrir économiquement, mais à côté on a un chômage qui est très très bas. Donc forcément, la différence entre les deux, le paradoxe, parce que normalement on est censé avoir un chômage très haut pour pouvoir diminuer l'inflation, pour pouvoir rentrer dans une récession et contrôler l'inflation pour ensuite repartir normalement. Là, on n'arrive pas à le faire, et c'est pour ça que je vous dis que potentiellement on est dans une schématique qui est totalement différente de ce qu'on a connu, et donc derrière,
essayer d'appliquer les mêmes règles à quelque chose de différent, je considère que ça ne fonctionnera pas et que c'est là où il faut peut-être prendre un petit peu de recul, se donner aussi le temps et de voir toutes les perspectives que l'on pourrait avoir justement en termes d'évolution économique. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.